Il était le plus jeune frère de l'empereur défunt, mais aussi de la reine de France Marie-Antoinette. Même si Ludwig ne se faisait aucune illusion sur le fait qu'on joue sa cantate à Vienne ou ailleurs, c'était avant tout un moyen de s'inscrire dans l'histoire, de se faire remarquer de son protecteur et bientôt de montrer au compositeur Joseph Haydn, alors de passage à Bonn, ce dont il était capable. Tout n'était peut-être pas parfait dans cette partition, mais le grand maître viennois pouvait en admirer l'imagination fertile et l'audace. Décidément, ce jeune Beethoven n'était pas un musicien comme les autres. Comme Ludwig l'avait prévu, la cantate ne fut jamais jouée, mais il avait réussi à attirer l'attention de Joseph Haydn, admiratif de sa partition. Celui-ci lui proposa donc de venir s'établir à Vienne pour y parfaire son éducation musicale, sous sa conduite et celle d'Antonio Salieri, le maître de chapelle de la cour. À 22 ans, Beethoven s'installait dans la capitale impériale, sans imaginer une seconde qu'il ne la quitterait plus jamais. Vienne était alors une ville d'un peu plus de 200 000 habitants, beaucoup plus petite que Londres, Paris ou Naples. Certes passionnée de musique, mais aussi très portée sur les bals, les mondanités, les plaisirs superficiels. Ses premières années dans la capitale étaient un mélange de travail acharné et de soirées mondaines qui alternaient avec de douloureuses phases dépressives. Au fil du temps, il lui fallait composer avec ces Viennois si futiles et inconstants à ses yeux, davantage préoccupés de musique légère que de créations plus savantes. De la même manière, la société viennoise, notamment l'aristocratie et la haute bourgeoisie, allait devoir s'adapter à son tempérament difficile et imprévisible. Ombrageux, sauvage, indomptable, chatouilleux à la moindre critique, Beethoven s'amusait à se définir comme un ours qui, à chaque fois qu'il lèverait sa patte, pourrait renverser un grand âne. Sans en être vraiment conscient, il ouvrait les portes d'une nouvelle génération de compositeurs, pour qui dépendre des puissants de ce monde n'était plus tenable. Si ces princes reconnaissaient son talent et le respectaient, ils n'avaient aucun mal à travailler avec eux. Mais dans le cas contraire, Ludwig avait le sang chaud et une trop forte idée de sa liberté d'artiste pour cohabiter sans esclandre avec les grands mécènes de son temps. Son principe de vie était simple et pouvait se résumer en une phrase : faire le bien, aimer la liberté et ne jamais renier la vérité, fût-ce devant un trône. N'avait-il pas traité le prince Lobkowitz de crétin parce qu'il avait eu le malheur de dire qu'un basson de plus ou de moins dans l'orchestre ne changerait pas grand-chose ? Un pic d'insolence fut atteint en 1806, dans un courrier qu'il adressa au prince Lichnowsky. Celui-ci l'avait prié de manière un peu insistante de bien vouloir jouer devant des officiers français ennemis qu'il avait été contraint d'héberger. Refusant tout net d'aller contre ses principes et ses idéaux, mais aussi très fâché d'être considéré comme un domestique qu'on sollicite d'un claquement de doigts, Ludwig n'avait pas hésité à accompagner son geste de ces quelques lignes envoyées le soir même. « Prince, ce que vous êtes,
vous l'êtes par le hasard de la naissance. Ce que je le suis par moi-même. Des princes, il y en a eu et il y en aura encore des milliers. Il n'y a qu'un seul Beethoven.